Le premier point que je voudrais mettre en évidence, c'est qu'il y a eu, je crois, une distinction majeure qui a été faite sur la notion d'école en droit. Elle est assez simple finalement. Je pense que ces deux notions, d'ailleurs, elles ont été rappelées tout à l'heure dans une communication. Il y a deux grands groupes finalement de façon de comprendre ce que serait qu'une école de pensée, pas seulement d'ailleurs en droit, mais en général. Soit effectivement une école de pensée, c'est un groupe d'hommes ou de femmes qui se connaissent, qui échangent entre eux avec éventuellement un chef de file, des disciples, un enseignement, des doctorants, une localisation peut-être parfois, etc., qui permet bien sûr l'échange et l'interaction. C'est au fond une approche institutionnelle, une approche un peu sociologique, une approche morphologique, on pourrait dire, de l'école de pensée. Bien évidemment, dans la définition, il y a aussi une école de pensée, donc il y a bien des thèses, mais au fond, leur spécificité même n'est pas nécessairement la caractéristique essentielle de ce que serait cette école de pensée. Il y a une seconde approche, qui est une approche, je pourrais dire, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est le bon mot, mais je l'emploie, je dirais à titre provisoire, c'est une approche histoire des idées. Des idées, on dirait presque des idées pures, si on voudrait les détacher de tout contexte institutionnel et morphologique. En tout cas, une approche d'histoire des idées où, bien évidemment, là, c'est exclusivement l'étude des grandes thèses, si possible, peut-être parfois même un peu simplifiée pour pouvoir brosser large en quelque sorte, qui est retenue. Et on a bien d'ailleurs vu qu'au fond, ça pouvait même regrouper les deux journées du colloque. Il me semble qu'hier, on a plutôt insisté sur la présentation d'écoles de pensée qui se définissent de façon institutionnelle et morphologique, en particulier, mais pas seulement, mais en particulier, c'était le cas de l'école de Bruxelles, en tout cas au moment 1900, que Grégory a présenté précisément d'un point de vue historiographique et avec des méthodes qui ne sont pas forcément celles de l'histoire de la pensée, en quelque sorte, même si bien sûr les pensées étaient aussi exposées dans les échanges que les gens pouvaient avoir. Et puis on a eu aujourd'hui, au contraire, plutôt, pas exclusivement, mais plutôt, c'est encore une fois, je résume un peu les choses, mais une approche plutôt histoire des idées, avec notamment l'histoire historique du droit en Suède et l'influence de l'Allemagne, l'école analytique à l'instant et le common law, au demeurant que j'ai particulièrement apprécié, m'a ouvert beaucoup d'horizons, d'explications sur des choses que j'étudie beaucoup par ailleurs, ou encore également sur le réalisme scandinave, sur le legal realism nord-américain. On avait là effectivement un travail d'histoire de la pensée, hein, absolument pas d'approche historiographique, institutionnelle, etc. Et au fond, ça ne se contredit pas, simplement ce sont deux approches qui se complètent, d'ailleurs, qui sont très séparées, je crois. Nous avions aujourd'hui une petite exception avec l'intervention de Frédéric Rouvière sur l'école d'Aix, qui était, bon, on va dire, qui était, par définition, parce c'était l'école d'Aix avec deux auteurs et qui se connaissent, bon, même s'il n'y avait pas là un maître et un disciple, mais deux maîtres ou deux chefs de file, voilà, mais en tout cas, c'était aussi quand même pour partie sur le fond sur lequel Frédéric a beaucoup travaillé. Et donc, on avait ici, au fond, un dépassement peut-être du clivage que je veux mettre en évidence. Et on pourrait, de ce fait, effectivement, peut-être entreprendre plus de réflexion sur, du coup, la communication de Frédéric Rouvière pour savoir si elle portait vraiment sur l'histoire d'idées ou sur une approche morphologique institutionnelle. Et je crois que finalement, c'est plus une approche d'idées que l'autre, en réalité, qui a été faite. Et d'ailleurs, au passage, je peux le dire, très bien faite. Donc, bien, au fond, dans deux types tout à fait d'écoles de pensée, je crois dont vous tomberez tous d'accord, vous l'avez tous remarqué, cette différence me paraît effectivement tout à fait importante et il faut bien sûr la garder à l'esprit. Sachant encore une fois que, pour insister sur la différence, bien sûr, il y a dans le cas de l'approche institutionnelle, bien évidemment, la référence à des thèses, mais on n'est pas tout à fait bien sûr qu'elle soit vraiment spécifique en quelque sorte, et donc par conséquent, en réalité, les thèses peuvent être partagées par plusieurs écoles qui se différencient par ailleurs sur le plan institutionnel. Et donc c'est un point important. J'allais dire aussi, je fais ici référence à une distinction que parfois font les sociologues dans l'arrière-plan de leur façon de présenter notamment les écoles ou les courants. Ils distinguent entre
la tradition héroïque avec les grands auteurs, les grands maîtres, etc., et puis une tradition anonyme, hein, où plutôt d'histoire de la pensée, où au fond les auteurs ont peut-être moins d'importance. On cherche effectivement à avoir effectivement les grands courants qui dépassent très largement finalement les auteurs et qui emportent d'ailleurs au-delà des juristes ou des sociologues, des mouvements d'épistémologie horizontale en quelque sorte. Il me semble que chez les juristes, malgré tout, que ce soit qu'on travaille sur l'approche institutionnelle ou morphologique, soit qu'on travaille sur l'histoire des idées, c'est toujours un peu l'approche héroïque quand même, hein, qui prévaut. C'est toujours, les auteurs ont toujours une part très importante d'identification, et on en a eu encore un exemple dans la dernière communication sur la philosophie analytique ou la théorie analytique ou l'approche analytique du droit et le common law. On a parlé de Hobbes, on a parlé de Hart, on a parlé de John Austin, etc. En tout cas, en tenant compte, ce sera le point suivant, en tenant compte de cette grande distinction, nous avons peut-être pu avancer ou avoir des propositions pour avancer, quand même pour mieux gérer, parce que c'est la question de l'usage de cette notion d'école de pensée en droit, et sans doute pas seulement en droit, mais enfin, ce qui nous intéresse quand même principalement, empiriquement, c'est bien les écoles de pensée en droit. La façon de gérer, effectivement, on a bien remarqué, hier surtout, dans l'après-midi, que, et j'y reviendrai d'ailleurs, il y avait un certain nombre de risques, un foisonnement d'utilisation qui était assez différentes, d'identification, de présentisme, etc. Bon, parler de soi, exacerber les controverses inutilement, etc. Bon, il y a peut-être effectivement, nos travaux ont montré qu'il y avait quand même des possibilités, au-delà de ce pessimisme, même pas de scepticisme, de ce pessimisme, il y avait quand même des moyens peut-être d'avoir de bons exemples de ce qu'on peut faire à propos des écoles de pensée juridique sans tomber dans ces risques d'aggraver finalement les choses, au contraire de les présenter de façon intéressante. S'agissant de l'approche institutionnelle, bon, je voudrais pas, je n'ai pas malheureusement le temps de reprendre chacune des communications, mais sur le plan de l'approche institutionnelle, effectivement, on a quand même une méthode qui devrait dominer, qui n'est malheureusement pas toujours respectée. Quand on parle de l'école de Bordeaux, de l'école de Toulouse, où souvent, effectivement, on se contente effectivement d'à peu près. En réalité, on a montré qu'il n'y avait pas d'école finalement sur le plan institutionnel, souvent que tout au plus il y avait une école peut-être en termes d'histoire de la pensée, mais c'était même un petit peu, même parfois en pointillé. On a été effectivement sur l'approche institutionnelle, une méthode qui doit s'appliquer à cette approche, que d'ailleurs les juristes spontanément ne maîtrisent pas, hein, sauf peut-être les historiens du droit, hein, qui ont vocation peut-être à utiliser des méthodes qu'ils connaissent, ou peut-être d'autres que des juristes, des méthodes historiographiques, qui sont notamment menées, on en a eu un bel exemple avec les travaux menés au Centre Perelman de philosophie du droit, dont des travaux que nous a rapporté hier Grégory Lefkovitch, sur, bien sûr, l'école de Bruxelles, au moment 1900, où on a eu effectivement, c'est un travail qui est mené depuis déjà quelques années au Centre Perelman, qui se poursuit, qui est même, je dirais, je crois que beaucoup de travaux sont prêts à être publiés, mais en fait, il est suspendu dans l'attente, en réalité, de travaux complémentaires. Je sais même que Frédéric Audrein est venu pour un temps, rattaché maintenant, en tout cas à titre provisoire, en tout cas au Centre Perelman, précisément pour je dirais aggraver entre guillemets, hein, je dirais l'extension, effectivement, la méthode historiographique pour effectivement donc donner les meilleurs standards d'analyse d'une école de pensée juridique à ce moment-là. Donc on a effectivement ici, je dirais, voilà, on voit bien qu'on peut faire un travail très très sérieux. Alors, reste à savoir pourquoi le Centre Perelman se préoccupe du mouvement 1900 spontanément maintenant et pas avant, etc. Il y a sans doute des enjeux, mais qui n'enlèvent rien à la qualité historiographique d'un travail scientifique qui est fait ici et qui sans doute pourra, avec d'autres d'ailleurs, parce que il y a bien d'autres travaux qui ont été menés sur les écoles de pensée sur le plan institutionnel, qui nous invitent effectivement à prolonger ce congrès en tout cas, prolonger ces travaux en tout cas, sur ce plan. S'agissant effectivement par ailleurs du travail sur l'histoire des idées,
Il me semble que là, encore, où c'est la spécificité des thèses qui est en jeu, on peut être intéressé par ce qu'a dit hier Stéphane Goldsberg quand il met en évidence le fait qu'au fond, qu'il y avait tendance parce qu'on privilégie la nouveauté, finalement, à multiplier l'analyse des écoles, qu'il faudrait peut-être, selon lui, plutôt tenter d'être plus économe et de chercher en tout cas au-delà, parce qu'on ne peut pas nier qu'il existe de toute façon l'école historique du droit, qu'il existe en Allemagne, en Suède, bon, qu'il existe en Italie plein d'écoles, qu'en France aussi il y a eu un nombre d'écoles. Bon, il ne s'agit pas de dire qu'elles n'ont pas existé, mais peut-être de ne pas se contenter de cette absence de classification par la multiplication sur des points parfois peut-être importants ou parfois secondaires, qu'on multiplie comme ça la référence aux écoles. Il serait tentant effectivement de chercher sur un plan scientifique en tout cas, à mieux comprendre les écoles de pensée en les ramenant à des classifications moins nombreuses pour mettre en évidence des points extrêmement importants, ce que peut-être on ne fait pas suffisamment. Alors je sais bien que Stéphane Goldsberg s'est revendiqué de la méthode ou d'une approche médiévale en revendiquant l'idée que le rapport à l'autorité était différent de ce qu'elle est de nos jours. Et je pense effectivement que même, je ne suis même pas sûr qu'on puisse même comprendre exactement ce qu'était le rapport à l'autorité au Moyen-Âge pour les grands auteurs, les grands juristes et les philosophes. Alors je crois que c'est un monde qui est disparu, en tout cas peut-être pas pour les historiens, mais pour la plupart des juristes, c'est un monde qui a disparu. On ne peut pas très bien comprendre comment ils pouvaient comprendre de limiter le nombre, éventuellement, si c'était bien le cas, le nombre d'écoles de pensée. Je pense que nous vivons dans un monde où la liberté académique, qui n'était pas non plus comprise de la même façon au Moyen-Âge qu'elle est comprise maintenant, nous empêcherait de pouvoir réglementer de façon ou d'une autre, de toute façon, la prolifération d'écoles de pensée dans leur création comme dans leur description. Mais néanmoins, il me semble qu'on pourrait chercher, et sur ce terrain, je vais passer à un point complémentaire, on pourrait tenir compte effectivement de ce qui fait finalement, on a dit, la spécificité des écoles de pensée en droit. Cette spécificité, on ne l'a pas finalement trop analysée. Tout à l'heure, Frédéric Rouvière a montré que pouvaient avoir effectivement des écoles de pensée disciplinaires sur une discipline en droit international, en droit économique, en droit de la concurrence. On peut opposer l'ordolibéralisme et l'école de Chicago, par exemple. Bon. Mais on peut aussi avoir une école de pensée en théorie du droit, en philosophie du droit. C'est celle-là, d'ailleurs, principalement, qu'on a privilégiée, d'ailleurs, souvent dans ce colloque, même si on a aussi parlé d'école de pensée disciplinaire. On a aussi, avec la communication de cet après-midi d'Alexandre Flukiger, on a parlé aussi d'une école de pensée qui est plutôt une école de pensée, au fond, sur les méthodes législatives, hein, qui est un peu encore un autre type d'objet. Mais je crois qu'il me semble, quelque part, on l'a dit hier, on l'a encore redit un peu aujourd'hui, même si on n'a pas beaucoup insisté sur cela, c'est que la spécificité, finalement, des écoles de pensée en tant qu'elles relèvent de l'histoire des idées, c'est une spécificité qui relève finalement qui met l'accent sur des ontologies du droit. C'est ce qu'a dit Nader hier en disant que les écoles représentent des rapports des juristes au droit. C'est une façon de se comprendre par rapport au droit, voire de construire, dans le normativisme kelseenien, c'est construire même l'objet, ce qu'on prétend décrire et analyser. C'est donc par conséquent des écoles qui parlent de notre rapport au droit et qui parlent par conséquent du droit. Bjarne Melkevitch en particulier a bien compris en nous rappelant que cette approche ontologique du droit n'avait strictement aucun sens et nous perdait, sauf que c'est bien ce que nous faisons. Donc je me contente ici de constater et sans plus. Mais il me semble effectivement qu'on a bien vu effectivement vivre cette idée-là, notamment dans le débat, par exemple, hier entre Véronique et Emmanuel Geland, sur le débat sur ce que pouvait représenter le relais juridique ou le débat sur le relationnisme. On voit bien effectivement qu'on a les écoles, les approches réalistes, quelles qu'elles soient,
ont une ontologie plutôt factuelle du droit. Et, on a, avec l'école d'Aix, aussi le droit comme une forme, une ontologie pour les juristes, en quelque sorte, fondée sur une méthodologie des juristes. Et en même temps, on a bien vu aussi que si le relationnisme, dont a beaucoup parlé Emmanuel Geland, et c'était extrêmement intéressant de l'entendre, de voir les progrès qu'il a fait sur un travail de recherche de longue haleine de sa part, si le relationnisme, finalement, manque d'être une école, ce qu'il a même constaté, une école de droit, c'est qu'en réalité, je crois, le relationnisme se partage, selon les auteurs, entre différentes branches de l'ontologie du droit. Tantôt, c'est un relationnisme qui est émotiviste, qui ramène à un fait, tantôt c'est un relationnisme qui ramène à la norme, c'est un normativisme. Donc en réalité, on ne peut pas avoir une école ici, puisque les ontologies sont très diverses dans les différents courants du relationnisme. Et si on devait effectivement suivre donc pleinement ce que voulait nous faire croire ou penser Stéphane Goldsberg, il faudrait alors se placer sur ce terrain du point de vue ontologique et là distinguer de grands courants, normativisme et naturalisme, voilà, qui, à mon avis, est la distinction majeure, notamment avec les neurosciences, qui va absorber, je dirais, toutes les autres distinctions. Je crois qu'il faudrait abandonner l'opposition juste positiviste, juste naturalisme, qui n'est plus le bon clivage de nos jours, qui ne se comprend plus en réalité du tout. On pourrait aussi avoir le clivage pragmatisme, formalisme. Ça serait un clivage qui tiendrait encore la route. Mais voilà, effectivement, on aurait comme cela 2, 4, hein, c'était les chiffres d'ailleurs que donnait hier Emmanuel Geland pour les écoles de pensée en islam, enfin, 4 écoles de pensée finalement, ça nous conviendrait très bien et on pourrait mieux gérer effectivement cela qu'on le fait habituellement. Et en même temps, cerise sur le gâteau, en adoptant effectivement ces clivages, normativisme, naturalisme, bien sûr, ce n'est pas un clivage propre au droit. Normativisme, naturaliste, ça concerne aussi les sciences sociales, ça concerne la sociologie, Weber contre Durkheim, etc. Enfin, c'est exactement ça. Durkheim naturaliste, Weber normativisme. On serait effectivement dans une épistémologie horizontale, hein, dont Benoît Friedman s'est fait le héros dans son ouvrage Le sens des lois, qu'on retrouverait ici. Bien sûr, tout cela ne mettrait pas fin, bien sûr, même si on était plus raisonnable dans la gestion des écoles de pensée, ne mettrait pas fin, bien sûr, et d'ailleurs il n'est pas question d'y mettre fin, aux enjeux moins vertueux dans l'usage que Nader a rappelé hier, les enjeux moins vertueux de l'usage de la notion d'école, il a rappelé effectivement qu'on pouvait avoir une fonction identitaire, une fonction peut-être didactique, penser un moment, etc. Je reprends son expression. Organiser aussi un pouvoir. Enfin, autour des écoles, effectivement, il y a des maîtres, des disciples. Enfin, tout ça, effectivement, se fait parfois avec des excès et parfois aussi avec un abus dans les distinctions, un abus dans les controverses, ce qui n'est pas forcément, en réalité, une bonne chose dans cette pratique de la notion d'école de droit. Mais il n'est pas question de prétendre réguler cet usage, qu'il soit libre, bien sûr, mais ça ne nous empêche pas d'indiquer que peut-être il devrait être idéalement, sur le plan scientifique, finalement un peu mieux exercé. Pour terminer, j'ai 2 très courtes observations. La première pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été, au fond, qui était invoqué implicitement dans la communication de ce matin de Viola Udger bien sûr sur l'école de Constantinople. C'est une école de formation, hein, c'est pas une école de pensée, mais en même temps c'était aussi une école de pensée. C'est vrai que le clivage maintenant existe. On a des écoles de pensée, mais qui ne sont plus les écoles de droit, au sens de faculté de droit, hein, ne sont pas des écoles de pensée. Bon, il faut encore le remarquer. On n'en est pas étonné, mais je pense qu'il n'a pas sans doute ça n'a pas toujours été le cas. On a dû avoir des moments où les écoles de pensée et les écoles de droit devaient se confondre, hein. Même si les écoles de pensée restent encore des écoles de formation, parce qu'au sein des écoles de pensée, il y a des doctorants, enfin bon, on forme encore, il y a de la formation, mais il y a un clivage manifeste entre l'école, c'est quand même, on le comprend comme une institution de formation, et en réalité, l'école de pensée n'est pas d'abord cela. C'est aussi ce que je voulais observer pour finir. Et puis en même temps, je voulais aussi dire
que je reste toujours sur la question de l'ontologie. Finalement, il me semble que peut-être les écoles de pensée ont cette importance pour les juristes, où ils y font toujours référence. Il y a une espèce de fétichisme, je reprends le mot qui a été utilisé hier, Bjarne, à l'égard des écoles de pensée. Ici, on pourrait peut-être parler de fétichisme, c'est qu'au fond, les écoles de pensée, ici, comme corps social, visible, c'est rassurant. Ce qui est rassurant, parce que précisément, ce qui n'est pas rassurant, c'est de se confronter directement au droit. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est pas un objet comme un verre d'eau. Voilà un objet social. C'est un objet social, ça. C'est pas un objet de la nature. Bon. Mais le droit, c'est aussi un objet social, sauf qu'on ne le voit pas et qu'on ne peut pas le mesurer, etc. Et alors, c'est peut-être plus simple de voir les corps sociaux que sont les écoles de pensée. Ils sont un substitut, finalement, à notre compréhension du droit. On dit l'école d'Aix, alors voilà, ou je parle de Favoreux ici, c'est effectivement le retour à la jurisprudence, etc. Bon, on a l'impression d'avoir compris, on n'a pas compris quand même, mais on a pu comprendre et on a vu quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. Je vous remercie.